Je suis néerlandais et j'ai vécu plusieurs expériences au cours de ma vie. Il y a environ 10 ans, je suis parti en vacances pendant 3 semaines avec ma copine. Nous avons réservé une magnifique villa privée dans une ville appelée Canggu. Elle avait une chambre double, un grand salon et une piscine avec vue sur les rizières. Pour arriver à l'entrée de la villa, nous devions traverser une allée et sur la gauche, il y avait une grande maison clôturée. J'observe toujours mon environnement quand je suis dans un nouvel endroit et il me semblait que cette maison était occupée par des habitants locaux. Leur voiture était derrière la clôture et j'ai vu un chien se promener sur la propriété. La deuxième nuit, ce chien a commencé à aboyer par intermittence. Ma famille possède des chiens depuis que je suis petit, donc je sais qu'il est normal qu'un chien aboie de peur de temps en temps. Alors je n'y ai pas prêté attention, mais je commençais à observer cette maison avec plus d'attention. Je suis curieux de nature et j'avais envie de demander aux gens s'ils savaient quelque chose à propos de celle-ci. Le jeune Balinais qui venait s'occuper de la piscine ne parlait pas bien anglais, alors j'ai posé mes questions à la femme de ménage. Elle était très gentille et m'a dit que les résidents vivaient toujours là, mais qu'ils étaient partis quelque temps. J'ai également demandé si le chien recevait des soins de la part des propriétaires. Et elle m'a répondu que les résidents venaient chaque jour vers midi pour gérer les choses. Quatrième nuit, et le chien continuait d'aboyer et je commence à m'inquiéter pour lui. J'ai essayé de le calmer plusieurs fois en l'appelant vers la clôture, mais il était trop effrayé pour s'approcher. Le lendemain, j'ai attendu midi et j'ai vu quelqu'un à la maison. Je me suis approché, j'ai dit bonjour et il ne parlait pas anglais. J'ai alors fait des bruits d'aboiement en pointant la clôture, mais ça n'a pas eu de sens pour lui. Il semblait pressé et est parti avec un sourire forcé. Le 5e matin, en regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain, j'ai remarqué des cernes sous mes yeux. Ma copine aussi, mais elle est plus capable d'ignorer le bruit du chien et de dormir malgré tout. J'appelle le propriétaire de la villa et comme ils sont néerlandais aussi, il était facile d'expliquer la situation. Ils m'ont dit qu'ils étaient hors de la ville et ne reviendraient qu'après le week-end. Je leur ai expliqué que le chien du voisin m'empêchait de dormir depuis 4 jours. Ils m'ont rassuré en disant qu'ils nous compenseraient pour cela. 5e nuit, nous nous sommes endormis mais vers minuit, le chien m'a encore réveillé. Il était terrifié. Frustré et fatigué, j'ai pris un seau rempli d'eau et l'ai discrètement jeté par-dessus la clôture. Le chien a poussé un aboiement surpris avant de se taire. En restant là un instant, j'ai ressenti une étrange sensation, une sorte de frisson qui me donnait la chair de poule. J'ai alors précipitamment regagné mon lit et me suis endormi profondément. Et c'est là que ça devient étrange. Cette nuit-là, dans mon rêve, j'ai eu la sensation que quelque chose m'attaquait. J'étais paralysée et incapable de bouger. Je savais que je rêvais, mais j'étais incapable de me réveiller. Pendant que je luttais contre cette force dans mon rêve, je me suis réveillée et me suis rendu compte que je continuais à me battre. Une pression énorme écrasait mon abdomen. Il m'a fallu une immense force pour m'en libérer. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'étais assis dans mon lit, à côté de ma copine qui avait dormi sans rien remarquer. Après cette nuit, le chien a cessé d'aboyer et tout est redevenu normal. Le week-end passé, j'ai contacté les propriétaires qui m'ont raconté que les voisins avaient eu une dispute familiale. La femme de ménage connaissait cette famille et m'a finalement révélé que du vaudou avait été utilisé durant le conflit. La situation était si grave que les voisins avaient dû fuir leur maison et s'étaient installés chez des proches. Ils avaient laissé le chien pour garder la propriété et ne venaient que pendant la journée. Le propriétaire de la villa nous a offert cette première semaine gratuitement. C'était une nuit de décembre, venteuse et poussiéreuse. Mon frère et moi étions en route pour dîner dans un restaurant situé à 30 minutes de chez nous. Nous ne mangions presque jamais à l'extérieur, mais ce jour-là était spécial. Nous avions passé la journée à récolter du maïs et nous étions épuisés. Notre région est solitaire et peut sembler effrayante la nuit, entourée de champs et de bois. Pourtant, nous y vivions depuis des années et n'avions jamais eu de véritable frayeur. Une fois au restaurant, nous avons savouré un excellent dîner. Étrangement, il n'y avait aucun autre client. Une femme debout dans le couloir nous regardait fixement sans raison apparente.
Nous avons terminé notre repas et mon frère a demandé qui allait conduire pour rentrer. Aucun de nous ne voulait prendre le guidon. Nous étions épuisés et somnolents. Après une petite dispute, je n'ai pas gagné et j'ai dû conduire. Nous roulions sur une route sombre à 10 minutes de la maison quand mon frère assis derrière moi a hurlé mon nom d'une voix démoniaque. J'ai freiné brutalement, terrifié. Je suis descendu de la moto, prêt à frapper pour cette peur soudaine, mais il a pointé du doigt la forêt en disant « Regarde !» J'ai regardé. Les yeux brillants m'observaient depuis les bois. J'étais pétrifié, mais mon frère, lui, ne semblait pas effrayé. J'ai allumé ma lampe torche et l'ai dirigée vers les arbres. Là, je l'ai vu. Un petit agneau de la taille d'un sac. Sans un mot, mon frère a marché vers l'animal, l'a attrapé et m'a dit « Je veux un animal de compagnie. » Je sentais quelque chose d'étrange, mais épuisé et pressé de rentrer, j'ai cédé et l'ai laissé garder l'agneau. Nous avons repris la route. Après quelques minutes, une brume épaisse nous enveloppait. Je ne voyais plus rien. Mon frère murmurait des mots étranges à l'agneau. Quelque chose n'allait pas. Ma moto ralentissait anormalement. Je ne touchais même pas les freins. Puis en tournant la tête sur ma droite, j'ai vu les jambes de l'agneau. Elles étaient devenues très longues. Terrifié, j'ai regardé à gauche, encore ses jambes démesurées. Son front était marqué de symboles et je savais que ce n'était pas un agneau ordinaire. Je sentais mon sang se glacer, incapable de conduire correctement. Je criai à mon frère de s'en débarrasser, il refusait. Alors j'ai hurlé « Jette-le immédiatement !» Comme s'il s'était réveillé d'un état second, il l'a finalement jeté. À cet instant, ma moto est devenue aussi légère qu'un nuage et j'ai pu accélérer normalement. En regardant derrière nous, j'ai vu une créature à tête de chèvre sur le point de s'envoler. Je n'ai pas regardé une seconde de plus, j'ai roulé aussi vite que possible. À la maison, nous avons tout vérifié et passé la nuit à trembler. Plus tard dans la nuit, 2 yeux blancs et brillants nous observaient à travers la fenêtre. Je ne croyais pas en Dieu avant cette nuit, mais cette nuit-là, j'ai prié tous les dieux pour qu'ils nous protègent. Le lendemain, nous avons parlé aux habitants locaux et aux bandits du coin. Ils ont confirmé que nous avions eu de la chance. L'endroit où nous avions trouvé cet agneau était rempli d'artefacts de sorcellerie, amulettes, effigies vaudou, etc. J'ai voulu faire une surprise à ma sœur pour son anniversaire et organiser une soirée entre filles. Hier, j'ai donc réservé la seule chambre disponible avec une piscine intérieure chauffée. Lorsque ma sœur et moi sommes arrivés, je me suis garé dans le hall et je suis entré pour l'enregistrement. En ressortant, j'ai remarqué que ma sœur prenait des photos de l'entrée avec un air inquiet. Au-dessus de la porte d'entrée se trouvait une poupée vaudou suspendue à l'envers, un fer à cheval avec un aigle et une substance rouge accrochée dessus. Sous cet ensemble, il y avait des écritures chinoises, je crois, et une petite pile de la même substance rouge. Autant dire que nous étions un peu effrayés, à tel point que ma sœur a failli refuser d'entrer, affirmant qu'elle allait dormir dans la voiture. Après de longues discussions, nous avons finalement franchi le seuil. L'employé à la réception, voyant notre réaction, nous a simplement dit « Oui, je sais, c'est là depuis longtemps. La direction choisit de le laisser. » Nous avons rejoint notre chambre, fait quelques recherches sur Google et découvert que cet ensemble était censé offrir une protection. Rassurés, nous avons poursuivi notre soirée entre filles. Karaoké, cuisine mexicaine, un tas de cocktails. Puis nous sommes rentrés à l'hôtel. J'étais complètement pompette. Bon, j'étais carrément ivre. Et étant une insouciante intrépide, j'ai eu l'idée stupide de toucher l'objet vaudou en rentrant. Une fois dans l'ascenseur, j'ai remarqué que j'avais de la substance rouge sur les doigts. Ma réaction ? C'est quoi ce truc ? Et évidemment, je l'ai essuyé sur ma sœur. Nous avons terminé notre soirée, chanté joyeux anniversaire, puis nous nous sommes couchés. Une nuit de cauchemar sans fin. Toute la nuit, j'ai fait le même cauchemar en boucle. Je ne fais jamais de mauvais rêves en temps normal. Dans mon rêve, je me réveillais dans notre chambre où une lumière était allumée. Cette lumière venait d'une porte communicante située dans la salle de bain. J'ai réveillé ma sœur. Nous avons alors découvert que nos voisins de chambre étaient 7 fous furieux. Tous des hommes, tous séduisants, tous complètement cinglés. Ils nous poursuivaient, nous enfermaient, nous torturaient, encore et encore.
À chaque tentative d'évasion, j'échouais. J'ai passé toute la nuit à essayer de penser à autre chose. Mais chaque fois que je fermais les yeux, ils étaient là, attendant. C'était horrible. J'ai été soulagée lorsque le matin est enfin arrivé. À 7 heures, j'ai réveillé ma sœur pour aller prendre le petit déjeuner. Le check-out n'était qu'à midi, mais je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai quitté cet endroit immédiatement. Suis-je responsable de cette expérience? Est-ce que j'ai provoqué tout ça en touchant leur objet vaudou? Ai-je fâché quelque chose et payé les conséquences? Je ne sais pas. Dans ce récit, tout ce que je mentionne est réel pour moi et pour les personnes qui l'ont vécu avec moi. Je précise cependant que j'avais l'habitude de fumer beaucoup à l'époque, ce qui me faisait douter du caractère paranormal de ces événements, ou craindre d'avoir un épisode psychotique. Toutefois, je vivais avec un ami policier qui était l'un de mes meilleurs amis et qui ne prenait jamais de substances. Je suis franco-britannique et jusqu'à cet événement, je me considérais comme un antithéiste. Je détestais et je déteste toujours la religion. Mon père était athée, ma mère catholique, et j'ai grandi dans une culture chrétienne que j'ai toujours rejetée. J'ai rencontré cette fille d'origine mauricienne travaillant pour une compagnie aérienne quand je vivais à Londres via une application de rencontre. Nous avons discuté quelques semaines avant de nous rencontrer lors de son prochain vol à destination de Londres. Dès notre rencontre, le courant a passé et nous avons fini par nous mettre en couple. Après 6 mois à 1 an de relation, j'ai commencé à remarquer de petites choses chez elle. Parfois, elle était très faible et incapable de sortir du lit, et elle avait ses coupures sur le corps. J'ai fini par la pousser à me dire ce qui se passait, et elle m'a avoué qu'elle avait reçu la bénédiction de la divinité hindoue Kali quand elle était enfant. Elle m'a aussi confié qu'une malédiction frappait sa famille. Aucune femme de sa famille ne serait heureuse en amour. Elle vivait avec sa sœur et sa mère. À l'époque, j'étais très sceptique, et bien que je ne pensais pas qu'elle mentait, j'avais du mal à la croire. Je pensais que ces marques sur son corps pouvaient être liées à de l'automutilation. Malgré cela, je suis restée avec elle 2 années supplémentaires, et même si elle continuait à se plaindre de faiblesse et que je voyais ces marques, je n'y prêtais pas trop attention, car j'étais fou d'elle. Après environ 2 ans et demi de relation, j'ai décidé d'aller à Maurice, et je comptais lui faire ma demande là-bas. C'est à ce moment que j'ai commencé à réaliser qu'elle disait la vérité et que ces marques n'étaient pas causées par elle-même. En prévision de ce voyage, j'avais acheté une bague et je vivais chez un ami dans un appartement à l'ouest de Londres. C'est alors que nous avons commencé à vivre des phénomènes étranges. Cela a d'abord commencé par de petits détails. Je posais un objet quelque part et en le recherchant, il avait changé de place. Puis les événements ont empiré. J'avais pris l'habitude de m'envoyer des emails pour enregistrer les phénomènes que nous vivions. Voici un résumé des incidents qui ont eu lieu. La porte de la chambre de mon colocataire s'ouvrait toute seule. Le modem s'éteignait 2 fois de lui-même. Une porte de placard s'ouvrait toute seule. Les tongs de mon colocataire étaient déplacés. Le porte-manteau bougeait tout seul quand je passais devant. Les chaussures de mon colocataire étaient déplacées. Le rouleau de papier toilette bougeait. Mon tabac était caché dans le congélateur, puis retrouvé plus tard. Une coupure est apparue derrière ma nuque. On a entendu 2 séries de 3 coups frapper dans l'appartement. Mon ordinateur portable s'est retrouvé retourné sur mon bureau. La lumière du salon s'est allumée seule le matin. Le radiateur de mon colocataire s'est activé tout seul. Une photo de Hanuman a été déplacée. Le phénomène le plus effrayant pour moi a été la coupure sur ma nuque. Une nuit, je me suis réveillée avec une sensation de brûlure derrière le cou, et je me suis rendormie. Le lendemain, en touchant ma nuque, j'ai senti une coupure. En allant aux toilettes et en prenant une photo, j'ai confirmé que j'avais bien une coupure derrière le cou, ce qui m'a profondément troublée. Ma petite amie a mené des rituels à Maurice pour lever la malédiction, mais ça n'a pas semblé avoir d'effet. J'ai aussi tenté de purifier l'appartement avec de la sauge blanche et du sel, et j'ai commencé à prier Hanuman, construisant un autel pour lui. Finalement, les phénomènes ont cessé progressivement, mais ma petite amie m'a quitté, affirmant que Dieu ne voulait pas que nous soyons ensemble. Je ne suis jamais allée à Maurice. Je n'y croyais pas avant, mais cette expérience m'a ouvert les yeux sur ce que le monde cache réellement.
Un peu de contexte. Ma famille vient d'une petite ville rurale, principalement une communauté agricole. Nous sommes en Amérique latine, où la culture est profondément enracinée dans le catholicisme, mais où subsistent encore de nombreuses légendes anciennes et croyances en des entités surnaturelles. Les gens se tournent également vers la sorcellerie pour essayer de contrôler leur environnement. Voici les 2 histoires dont je me souviens, car elles sont liées entre elles. J'avais un cousin très apprécié, toujours joyeux, et qui réussissait très bien sa vie. Il avait obtenu son diplôme universitaire, décroché un excellent emploi et entretenait une relation heureuse. Lui et sa petite amie venaient d'avoir une fille et tout semblait lui sourire. Puis soudainement, il est devenu alcoolique, à un point où il ne fonctionnait plus normalement, dépensant tout son argent et son temps à boire. On le retrouvait ivre, écroulé sur les trottoirs. Évidemment, il a perdu son emploi et sa famille, et c'en était fini pour lui. Sa mère a prié et fait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider, mais rien n'a semblé fonctionner. Je ne me souviens pas exactement combien de temps après, mais au maximum quelques années plus tard, des ouvriers creusaient un trou pour un mur sur la propriété d'un voisin lorsqu'ils ont trouvé une bouteille de liqueur contenant un peu de liquide et une photo de mon cousin à l'intérieur. Malheureusement, j'étais encore très jeune et je n'ai entendu cette histoire qu'en écoutant une conversation, donc je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette bouteille. Pendant cette période, ma mère avait des problèmes avec nos voisins d'en face. Ces voisins ont toujours été des ennemis jurés de notre famille, je ne sais pas exactement pourquoi. Ce sont ces mêmes voisins sur la propriété desquels la photo de mon cousin a été retrouvée. À cette époque, ma famille traversait une période difficile. Mes parents étaient séparés. Ma mère avait des soucis financiers et il y avait de nombreux autres problèmes. Ce que je vais raconter, je l'ai vu de mes propres yeux. Nous dormions tous dans la même chambre, ma mère et mes frères et sœurs, et chaque matin, sans exception, une petite quantité de terre noire apparaissait au milieu de la chambre près du lit. Ma mère a essayé de comprendre si cette terre pouvait tomber du toit, mais il n'y avait aucune fissure, aucun trou, aucune raison pour qu'une telle quantité de terre se retrouve là. Toujours la nuit, toujours à peu près la même quantité, environ une poignée. Un jour, ma mère discutait avec ma tante, la mère de mon cousin de l'histoire précédente. Ma tante restait éveillée toute la nuit à attendre que son fils rentre sain et sauf et elle a confié à ma mère que chaque matin, vers 4 heures, elle voyait une fumée s'élever de la maison des voisins d'en face et se poser directement au-dessus de notre maison. Elle a dit que la fumée était rouge, si je me souviens bien. Ma mère soupçonnait déjà que quelque chose de louche se tramait, mais après cette révélation, elle en était certaine. Elle est allée voir un prêtre qui est venu bénir notre maison et la terre noire a cessé d'apparaître. À vrai dire, la malchance ne nous a jamais quittés, mais il faut aussi ajouter que ma mère ne prend pas toujours les meilleures décisions. Salut, je m'appelle Betsy. J'ai 22 ans et je viens d'une famille mexicaine. Je suis américaine de première génération. Nous vivons aux États-Unis, tandis que ma grand-mère réside au Mexique. Quand j'avais 11 ans, notre ancienne maison était hantée. Nous voyions des ombres, nos affaires disparaissaient ou changeaient de place. Nous étions touchés brutalement et nous entendions des conversations la nuit, alors que nous vivions dans une zone industrielle, isolée, avec très peu de voisins. À 12 ans, mes parents m'ont emmené voir un médium qui a confirmé nos expériences et nous a même dit qu'une entité sombre était attachée à nous. À cette époque, j'étais constamment en colère sans raison. Je détestais tout et tout le monde. Dès que j'ai quitté la maison, je me sentais à nouveau normale et heureuse. À l'intérieur, quelque chose me tourmentait, émotionnellement et physiquement. Une force essayait de tirer sur mes couvertures pour me faire tomber du lit et je me réveillais avec des bleus inexplicables. J'étais épuisée et incapable de dormir plus de quelques heures. Le médium a confirmé qu'il s'agissait d'une entité démoniaque, envoyée intentionnellement pour nous nuire. Ma famille souffrait, incapable de combattre ce que nous ne pouvions pas voir. Alors que l'énergie dans la maison se détériorait, mes parents ont décidé qu'il valait mieux déménager. Une fois installés dans notre nouvelle maison, l'atmosphère était bien plus apaisante. Mais quelques mois après notre déménagement,
Mon père a entrepris de faire venir ses parents aux États-Unis avec un visa, malgré le fait qu'il n'aimait ni nous ni le mariage de mes parents. Il faisait tout pour leur offrir une vie meilleure, refusant de voir la véritable nature de sa mère. Pendant leur séjour de 6 mois chez nous, ma grand-mère préparait les repas, mais n'aimait pas que nous mangions ce qu'elle cuisait. Elle s'est approprié la chambre de mes parents, obligeant ma mère à dormir sur le futon. Quand nous tentions d'entrer dans leur chambre, elle disait que nous étions des intrus. Une fois qu'ils sont partis, les phénomènes étranges ont repris. Les ombres surgissaient désormais des miroirs. Les meubles craquaient comme si quelqu'un appuyait dessus, et nous avions constamment la sensation d'être observés, même lorsque nous étions seuls. Ma mère était convaincue que c'était à cause de ma grand-mère, mais mon père refusait d'y croire. Puis ma mère et ma sœur ont commencé à parler, crier et proférer des insultes dans leur sommeil. Je faisais à nouveau des paralysies du sommeil, et je retrouvais des griffures sur mon corps, toujours par 3. Les bleus sont revenus, et le calme que j'espérais tant dans notre nouveau foyer n'existait pas. Mes grands-parents sont revenus 2 fois de plus. Lors de leur dernière visite, ils ont attendu que mon père soit au travail pour faire leurs valises et partir précipitamment, sous prétexte que ma mère les avait chassés. Mon père était dévasté, il avait fait tout son possible pour subvenir à leurs besoins, et pourtant il l'avait renié. En 2019, ma mère est allée au Mexique pour dire adieu à un cousin mourant. Là-bas, des habitants du village lui ont révélé un secret. Ma grand-mère était une bokra, connue pour pratiquer la magie noire. Elle disait ouvertement que ma mère n'était pas la femme destinée à son fils. Pendant son absence, les attaques ont redoublé chez nous. Des objets étaient violemment jetés et les photos de ma mère tombaient mystérieusement des étagères, comme si l'entité attendait que ma mère soit loin pour nous cibler, moi et mon petit frère. À son retour, elle a tout raconté à mon père, qui a enfin compris à quel point elle avait été manipulée. Nous avons consulté un autre médium qui a visité notre maison et confirmé que quelque chose avait été envoyé pour nous nuire. Nous avons découvert que ma grand-mère avait volé des objets personnels de notre maison, caché certaines de ses propres affaires dans notre placard et enterré des travaux de magie noire derrière notre cabanon dans le sol de notre jardin. Ça fait des années qu'elle nous maudit et malgré toutes nos tentatives, il semble impossible d'effacer ce qu'elle a fait. Lorsque je lui ai rendu visite, elle m'a serré dans ses bras en pleurant des larmes de crocodile, prétendant qu'elle m'aimait et qu'elle était ravie de me voir. Mais depuis mon enfance, cette entité ne m'a jamais quittée. Je sais que c'est démoniaque car j'ai vu sa forme. Je ressens sa présence et parfois d'autres aussi. Elle me suit de chez moi jusqu'à la maison de mon petit ami. Elle entre dans mes rêves et elle me paralyse dans mon sommeil. Je fais tout mon possible pour me protéger spirituellement et aujourd'hui, je me sens moins effrayée et plus forte. Et on m'a dit que lorsqu'un démon connaît ton nom, ils le connaissent tous. Je déteste que ceci soit ma réalité. Tout ça s'est produit dans notre ancienne maison familiale. Pour une raison étrange, je ne me souviens que vaguement des conversations entre ma mère et moi, qui constituent ma seule référence, donc la plupart des détails proviennent de la mémoire de ma mère. J'avais environ 12 ou 13 ans à l'époque, et je me souviens m'être réveillée pour découvrir que ma famille, ma mère et mes frères et sœurs étaient tous assis ensemble en train de discuter. Je me suis installée à côté d'eux, et j'ai écouté leur récit de rêve de la nuit précédente. Le détail troublant, ils avaient tous fait le même rêve. Ma mère a ajouté que son frère, notre oncle, avait aussi eu exactement le même rêve. Le rêve en résumé. Une vieille femme indienne était assise sur le lit de ma sœur, murmurant des mots incompréhensibles. Elle regardait ensuite droit dans les yeux de ceux qui rêvaient et leur souriait. Je n'y ai pas trop réfléchi jusqu'à ce que les phénomènes surnaturels commencent à se manifester. Bruit de pas, apparition de couples d'hommes et de femmes pendant que ma tante faisait la sieste sur le lit de ma sœur. Il lui ordonnait de partir, affirmant que l'endroit leur appartenait. Ma mère entendait quelqu'un marcher de la chambre des filles à la cuisine et utiliser les ustensiles. Elle pensait que c'était ma tante, mais celle-ci dormait profondément. Plus que tout, ma mère était furieuse. Ils avaient utilisé les couverts qu'elle avait nettoyés cet après-midi-là. Elle était prête à les chasser une bonne fois pour toutes, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Dans notre religion, il faut avertir les entités avant de les combattre si elles envahissent notre espace. Alors ma mère les a prévenus et leur a donné un préavis de 3 jours.
Aucune manifestation jusqu'à une semaine plus tard, lorsque mon petit frère en aperçut un se déplaçant très lentement dans l'allée à 2 ou 3 heures du matin. C'est là que ma mère a perdu patience. Elle a fait jouer le Coran dans la cuisine, audible dans toute la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 mois, sans interruption. Personne n'a jamais revu de signe de ces entités. Fait intéressant, ma mère et mon oncle ont refait exactement le même rêve de la vieille femme indienne, toujours assise sur le lit de ma sœur, mais cette fois, elle fronçait les sourcils, extrêmement en colère. Selon l'interprétation de ma mère, une sorcière aurait envoyé des djinns pour hanter notre maison et nous forcer à partir, ce qui évidemment n'a pas fonctionné. Cette histoire s'est produite il y a environ 12 ans. Lorsque j'ai commencé l'université, j'ai rencontré une fille qui étudiait la même spécialité que moi. Nous sommes vite devenus amis, partageant plusieurs intérêts communs, dont le paranormal. Elle vivait dans une magnifique vieille maison, située juste à côté de chez ma grand-mère, où je résidais à l'époque. Nous avions l'habitude d'aller chez elle, après les cours, pour étudier ou discuter jusqu'au milieu de la nuit. Malheureusement, sa mère était décédée lorsqu'elle était jeune. Elle disait parfois ressentir sa présence comme une force protectrice contre les mauvaises choses. Ce soir-là, nous étions plongés dans nos révisions pour un examen. Vers 4 heures du matin, j'ai décidé de prendre une pause et fumer une cigarette près de la fenêtre. La pièce était au rez-de-chaussée et la fenêtre donnait sur la rue. Comme il était tard, la rue était complètement vide, pas une voiture, pas un passant. Mais soudain, quelque chose a attiré mon regard. J'ai tourné la tête. C'était une vieille dame, debout, juste à l'extrémité de ma fenêtre. Elle semblait bizarre. Ses yeux avaient quelque chose de profondément vide et elle me fixait intensément. Un malaise absolument envahi, mais pas un malaise ordinaire, c'était de la peur pure, comme si quelque chose était profondément anormal. Je me suis immédiatement détourné de la fenêtre. Mon visage devait être livide car mon ami m'a demandé si j'allais bien. J'ai fermé la fenêtre, me suis assis près d'elle et me suis senti mieux aussitôt. J'ai fait semblant que rien ne s'était passé. Le jour suivant, alors que nous attendions un cours, je lui ai raconté mon étrange rencontre. Elle m'a demandé de décrire la femme et son visage s'est figé. Elle m'a alors parlé d'une femme qui vivait au coin de la rue. Il y avait une rumeur selon laquelle elle pratiquait la sorcellerie. Une fois, mon ami avait trouvé des photos d'identité disposées près d'un arbre devant chez cette femme. Tout était barré, brûlé ou modifié de façon étrange. Cette femme était décédée il y a quelques années, et mon ami l'avait connue, et d'après ma description, c'était elle. Elle pensait l'avoir vue plusieurs fois, rôdant près de sa fenêtre, mais elle avait le sentiment que sa mère la protégeait, empêchant l'esprit de cette femme d'entrer. Pour ajouter à l'effroi, j'ai demandé à ma grand-mère qui vivait dans le quartier depuis 40 ans si elle connaissait cette vieille dame. Elle l'a immédiatement reconnue. Elle m'a confirmé que cette femme avait une réputation exécrable et que les gens disaient qu'elle pratiquait la sorcellerie. Dans mon pays, il est encore courant de croiser des gens qui prétendent pratiquer la magie sous diverses formes. Voyants, tarot, sort d'amour, magie noire. Presque tout le monde connaît quelqu'un qui s'y adonne. Ce n'est pas rare du tout. Je ne suis pas expert sur le sujet, donc désolé si ma description n'est pas parfaite, mais je suis convaincu d'avoir vu le fantôme de cette femme cette nuit-là. Bien sûr, il existe toujours la possibilité que ce soit juste une passante, mais j'ai eu le temps de bien la voir. Et 2 personnes qui l'avaient connue ont confirmé que ma description était exacte. Cela m'est arrivé il y a des années. J'avais environ 12 ans. À l'époque, il n'était pas rare que des enfants de mon âge partent explorer les montagnes en petits groupes. Nous chassions des lézards, faisions du vélo ou simplement errions dans les environs. Notre quartier était tout neuf, il était situé juste à côté d'une chaîne de montagnes où vivaient des créatures bizarres. De gros lézards à langue bleue, des insectes énormes, des serpents, des lapins. Pour nous, c'était un véritable terrain d'aventure. On aurait dit un jeu de Legend of Zelda dans la vraie vie.
J'ai beaucoup d'histoires sur cette époque, mais celle-ci est la seule où j'ai vraiment été témoin de quelque chose de surnaturel. Tout a commencé comme d'habitude, une bande de gamins à vélo traversant des collines et des champs. Nous savions jusqu'où nous pouvions aller sans être trop loin des maisons. Mais ce jour-là, nous nous sommes sentis audacieux et avons voulu voir ce qui se trouvait plus loin. Après un long trajet, nous nous sommes retrouvés au milieu de nulle part, sans eau, et commençons à ressentir la chaleur écrasante du Mexique. Nous avons donc décidé de rentrer. En chemin, nous avons repéré une petite maison au loin. Cela nous semblait étrange, car nous étions encore en pleine nature, mais nous avons été soulagés à l'idée qu'il y ait peut-être quelqu'un pour nous donner de l'eau. Cependant, plus nous nous en approchions, plus la vérité nous frappait. Ce n'était pas une maison, mais une tombe. Un petit panthéon, un cimetière mexicain très modeste, avec quelques tombes isolées au milieu de la sécheresse. Aucune route ne menait à cet endroit. Nous étions curieux et surtout excités d'être dans un endroit où aucun adulte ne pouvait nous chasser. Nous avons alors exploré les tombes, regardant les noms et les dates. Certaines étaient très anciennes, mais une tombe particulière nous a coupé le souffle. Sur cette tombe était posée une carcasse de chien parfaitement assemblée, comme si l'animal était en train d'embrasser la sépulture. Ses os étaient secs, tachés de noir et de jaune. Autour, il y avait des bougies noires, des bouteilles remplies de mystérieux liquides et des symboles étranges gravés sur la pierre. Nous avons immédiatement compris que c'était de la sorcellerie, mais étant des enfants, cela ne nous a pas fait peur. Nous avons plaisanté autour de la tombe et discuté jusqu'à ce que la nuit tombe. Alors que nous nous apprêtions à partir, nous avons entendu un murmure. C'était rapide et doux, difficile à comprendre, mais cela venait clairement de la tombe du chien. D'abord, j'ai pensé que l'un de mes amis essayait de nous faire peur. Alors j'ai compté mes camarades pour voir qui manquait. Nous étions tous là. J'ai compté encore, nous étions toujours tous là. C'est à ce moment-là que j'ai pensé « Merde, un junkie doit être caché près de la tombe. » Nous avons tous pris des bâtons et des pierres et sommes retournés voir, mais il n'y avait personne. Il faisait presque complètement nuit et nous étions terrifiés. C'est alors qu'un de mes amis a dit « Hé, est-ce que vous avez vu ce trou à l'arrière de la tombe ?» Nous avons regardé, et je suis certain que chacun de nous a failli faire dans son froc. Il y avait un trou assez grand pour y glisser une main. Je me suis approché et a regardé à l'intérieur. Je suis devenu livide. Il y avait des os dedans, et pas ceux d'un poulet, ils étaient énormes. Puis un vent glacial est sorti de l'ouverture soulevant de la poussière. Nous l'avons tous vu. Mes amis ont été les premiers à détaler et je ne voulais pas rester seul là-bas. Alors dès que j'ai entendu leurs pas s'éloigner, j'ai couru aussi vite que possible. Nous n'avons jamais remis les pieds là-bas. Plus tard, j'ai appris que tout le terrain où se trouvait le Panthéon avait été transformé en lotissement, comme notre quartier. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une certaine chance d'être suivi ou visité par des esprits. Mes parents disent que ça a commencé quand j'avais 3 ans. Ça s'est produit au cours de l'année passée. J'ai 18 ans. L'année suivante, mes parents ont acheté une maison en voulant déménager plus au sud de la Floride. Nous avons vu de nombreuses maisons magnifiques, mais elles étaient toutes hors budget. La seule qui était assez adorable restait légèrement hors de portée, mais nous avons quand même réussi à l'obtenir. La clôture de la vente a pris environ 5 mois. Chaque fois que nous trouvions une solution avec la banque qui nous vendait la maison, un nouvel obstacle surgissait, échappant à notre contrôle ainsi qu'à celui de la banque. Pour résumer, lorsque nous avons enfin eu la maison, elle présentait une multitude de problèmes. Toute la plomberie devait être remplacée et toute la maison devait être rénovée. Nous avons donc embauché un entrepreneur et avons entamé les travaux. Ensuite, l'entrepreneur a commencé à rencontrer des problèmes et au bout d'un moment, il n'est jamais revenu. Nous avons perdu environ 50 000 $ supplémentaires à cause de ça. Ce que je vous raconte semble être une série de mésaventures qui pourrait arriver à n'importe qui, mais soyez attentifs. Pendant que la maison était en cours de rénovation, parfois mon père et moi venions la nuit pour vérifier l'avancement des travaux après le départ des ouvriers. Derrière les portes à moitié fermées, je voyais des formes bouger rapidement. J'entendais aussi des bruits de pas et des voix. Lorsque nous avons enfin emménagé, il y a environ 6 mois, mon père est tombé gravement malade
et ensuite ma mère est tombée gravement malade et a également dû subir une intervention chirurgicale à cause de maladies dont notre famille n'a pourtant aucun antécédent. Au fil du temps, nous nous sommes rapprochés des voisins et ils ont commencé à nous raconter des histoires sur la femme qui vivait ici auparavant avec son mari. Je me concentre sur elle en particulier, car elle pratiquait le vaudou à l'intérieur de la maison. Elle aurait lié son mari à elle pour qu'ils deviennent définitivement attachés, et elle lançait aussi des sorts sur des personnes qu'elle n'aimait pas ou sur demande d'autres personnes. Les nuits ici sont un cauchemar. On entend des bruits et on ressent en permanence une intense sensation d'être observé, mais pas seulement observé. Cette sensation crée une anxiété et un malaise si profond qu'on a l'impression que si l'on ne fuit pas, on va être emporté dans un autre monde par une présence invisible. Parfois dans le salon, on entend un chien gémir, alors que nous n'avons pas d'animaux de compagnie. Aujourd'hui, l'un des ouvriers a découvert un oiseau mort caché à l'intérieur d'une ampoule. Il était dissimulé dans un placard, là où personne n'aurait jamais pu le trouver. J'écris ce message pour savoir si quelqu'un peut me dire ce que cela signifie. Je ne serais pas surpris de trouver quelque chose enterré dans le jardin, car il y a manifestement une présence malveillante ici. Rien de précis, mais c'est une impression que l'on ressent lorsqu'on est dans cette maison. Le téléviseur du salon a été complètement détruit, mais mes parents ont préféré croire à l'hypothèse d'un dysfonctionnement électrique plutôt que d'admettre qu'il avait été brisé, car notre maison est équipée de caméras de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur, et personne n'a pu entrer et casser uniquement un téléviseur. Nous trouvons parfois des corbeaux morts dans le jardin. Si l'un d'entre vous sait ce que signifie la présence d'un oiseau mort à l'intérieur d'une ampoule, dites-le moi. Je suis une femme de 21 ans. Je ne vis plus dans ma maison familiale, mais j'habite à environ 30 minutes de là. Cette histoire remonte à quelques années. Nous vivons aux États-Unis, mais ma famille vient du Mexique. Ma famille est très spirituelle. Nous assistions au service catholique tous les dimanches. Maintenant, je ne vais plus à l'église, bien que j'ai le sentiment que je devrais recommencer. Je me souviens que cela s'est produit peu de temps après que j'ai obtenu mon diplôme de lycée. Mon grand-père était mort tragiquement quelques années auparavant, et lorsque mon père et mon frère ont fouillé un ancien casier de rangement, ils ont trouvé une boîte contenant ses affaires. La plupart de ces objets étaient des choses personnelles, comme le certificat qu'on lui avait remis lorsqu'il a obtenu sa citoyenneté, une photo de lui et de ma grand-mère, ce genre de choses. Parmi les objets trouvés, il y avait un pendentif d'un certain genre. Il était violet avec quelques pièces dorées, je ne saurais trop comment décrire. Mon père a pris quelques-uns des objets, y compris le pendentif, et a créé une plaque commémorative encadrée pour que ma grand-mère l'accroche chez nous. À l'époque, ma grand-mère vivait avec nous et elle l'a suspendue au mur à côté de quelques autres photos. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à vivre des événements étranges. Je me souviens être rentré de la messe un matin et avoir trouvé un verre brisé au milieu de la table, un pot de fleurs avec des fleurs complètement mortes, et nos chiens qui refusaient d'entrer dans une certaine pièce. Ça devenait encore plus effrayant lorsque nous entendions des objets tomber au milieu de la nuit, des chaises de cuisine, de la vaisselle dans l'évier, et même, à un moment donné, une lampe renversée sur le sol. Ma mère et ma grand-mère ont affirmé avoir allumé une bougie pour une veillée, espérant stopper l'activité, mais elles disaient que la bougie ne restait pas allumée plus de quelques secondes. Mes frères et sœurs et moi avions peur de rester seuls dans la maison. Mon père travaillait toute la journée et nous devions parfois être seuls pendant quelques heures. Nous ressentions toujours la même sensation d'être observés. Même si j'étais adulte à l'époque, l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie s'est produite lorsque j'ai été réveillée au milieu de la nuit par ma mère et ma grand-mère qui me demandaient de venir dans le salon. J'étais à moitié endormie et à moitié habillée. Je me souviens avoir dû m'asseoir là avec ma mère, mon père, ma grand-mère et mes frères et sœurs, tous à genoux et nous tenant par la main en récitant le Notre Père en espagnol. Nous avons fait ça près d'1 heure. Au moment où nous allions terminer, j'ai entendu un murmure, bien qu'il ne semblait pas provenir de la même pièce. Il disait « Laisse-moi tranquille ». Je me souviens qu'un jour, en entrant à la maison,
j'ai remarqué que le pendentif avait été retiré de la plaque. J'avais de nombreuses questions, mais ma grand-mère et ma mère ont refusé d'y répondre. Je ne sais pas ce qu'elles ont vu cette nuit-là, et je ne sais pas ce que j'ai entendu. Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons jamais eu de problème après le retrait du pendentif. Cependant, ma grand-mère est décédée l'année dernière et a révélé un secret familial. Mon grand-père avait reçu le pendentif de son frère, qui était également suspecté d'avoir eu un lien avec sa mort. Je ne sais pas exactement comment ces événements s'imbriquent pour expliquer ce qui s'est passé, mais je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence. Tout a commencé il y a un an, lorsqu'un homme est venu chez moi déguisé en prêtre et a demandé de l'argent. En Inde, il est courant que des gens aillent de maison en maison pour mendier. J'ai d'abord refusé de lui donner quoi que ce soit. Il a alors dit que mon père allait mourir en juillet, sans préciser la date exacte. Cela m'a troublé, car mon père est en mauvaise santé. Il souffre d'obésité et de schizophrénie. L'homme a ajouté qu'il avait déjà prévenu l'un de nos voisins de la mort imminente de son père, et que celui-ci l'avait chassé violemment de chez lui. Finalement, son père est réellement mort d'une crise cardiaque en 2022, et tout le quartier le savait. Je savais qu'il essayait de me manipuler, mais une partie de moi se demandait si sa prédiction pouvait être vraie. Il m'a demandé d'appeler ma mère, puis nous a raconté l'histoire de notre maison. Certaines informations étaient vraies, et je ne comprenais pas comment il les connaissait. Puis il m'a remis un fil et m'a demandé de faire 3 tours autour de mon père. Il disait que sa longueur devrait diminuer après ça. J'ai suivi ses instructions alors que mon père dormait. À ma grande surprise, le fil a réellement raccourci. Il a alors affirmé que nous devions accomplir des rituels et lui donner de l'argent pour sauver la vie de mon père. Il nous a demandé de lui apporter de la farine de blé, de l'eau, du soda. Ma mère a mélangé l'eau et la farine et il a ajouté du soda. Quelques instants plus tard, le mélange est devenu rouge. Nous étions choqués. Il nous a demandé 2100 roupies en affirmant que mon père serait sauvé après ça. Nous avons accepté. Il a ensuite réalisé des rituels sur ma mère. Je ne me souviens pas exactement des détails. Il a formé une figurine en farine ressemblant à une poupée vaudou et y a inséré la bague en or de ma mère dans la tête. Puis il nous a demandé d'enterrer cette figurine dans un cimetière, disant que ça sauverait mon père. Nous lui avons demandé de le faire à notre place. Il a accepté et nous a ordonné de rentrer sans jamais regarder en arrière. Après coup, nous avons regretté notre décision. La bague valait environ 70 000 roupies et nous avons compris que nous avions été dupés. Malgré tout, nous avons continué notre vie normalement pendant 5 ou 6 mois. Et en septembre 2023, tout a changé. De l'argent disparaissait mystérieusement du sac à main de ma mère. Notre maison compte 2 chambres et nous ne sommes que 3 personnes. Personne ne comprenait comment ça pouvait arriver. Au départ, nous pensions qu'elle avait simplement oublié où elle l'avait mis. Mais cela s'est reproduit encore et encore. Chaque fois que ma mère touchait de l'argent, il disparaissait. Le plus troublant était que ça se produisait dans ma chambre. C'est insensé car je sors rarement et personne ne vient dans ma chambre à part notre domestique. Mais je savais qu'elle n'y était pour rien. Nous espérions que cela s'arrêterait tout seul, mais non. Puis la situation a empiré. Hier, nous avons découvert que tous nos bijoux en or avaient disparu, y compris chaînes, bracelets, boucles d'oreilles, etc. Seuls les bijoux artificiels restaient. Ma mère est dévastée. Elle pleure sans arrêt, car ces bijoux étaient des héritages précieux offerts par sa propre mère. Je suis convaincue que ce n'est pas un humain qui vole ces objets. C'est forcément surnaturel. Je sais que ce prêtre a fait de la magie noire sur ma mère. Ce sont des récits que ma mère m'a racontés. Nous vivions en Amérique centrale. Ça s'est produit avant ma naissance. Notre maison était située à l'arrière de notre terrain, avec une grande cour devant et une grande clôture en métal. Une nuit, mon père était dehors, étendant le linge, lorsqu'il est rentré en courant paniqué. Il a dit à ma mère que quelqu'un était en train d'entrer par la clôture de devant.
Ma mère l'a réprimandé, affirmant que la clôture était verrouillée, donc personne ne pouvait entrer. Elle lui a dit qu'il imaginait des choses. Autour de cette période, une amie de mon père lui a dit qu'elle voyait souvent une silhouette debout derrière ma mère, et ma mère était sceptique, pensant qu'elle voulait juste lui faire peur. Quelques jours plus tard, vers minuit, ma mère allait fermer la porte principale lorsqu'elle a ressenti le sol trembler. Elle a cru que c'était un séisme, mais les carreaux du salon ont commencé à se fissurer, puis le sol s'est ouvert formant un gouffre sombre. Mon père et elle se sont précipités dehors et aussitôt, ils ont commencé à vomir. Mon père vomissait peu, mais ma mère vomissait jusqu'à cracher du sang. Alors mon père a compris qu'ils étaient victimes d'un envoûtement. Il est retourné rapidement dans la maison, prenant de l'eau bénite que ma grand-mère avait rapportée du Costa Rica. Il a versé l'eau sur ma mère, qui a immédiatement cessé de vomir, puis il en a aspergé la maison. Ils ont alors vu une fumée blanche s'échapper de leur demeure. Le lendemain matin, ma tante est venue, et en voyant le chaos, elle a immédiatement appelé un chaman. Ils ont acheté de nombreux objets pour réaliser un rituel de purification. Un de mes oncles est passé aussi et a dit à ma mère que l'esprit avait été envoyé pour la tuer. Elle avait eu beaucoup de chance d'être en vie. Quelques mois après ma naissance, ma demi-sœur répétait à ma mère de ne jamais laisser un certain membre de la famille, appelons-le A, m'emmener quelque part. Un matin, A est venu chez nous et a demandé à m'emmener prendre des photos dans un restaurant. Ma mère a refusé, mais mon père a insisté, car il était proche de A. Elle lui a expliqué les avertissements de ma sœur, mais il ne l'a pas écouté. J'ai donc passé toute la journée dehors et nous sommes rentrés à 17h, alors qu'il avait promis plus tôt. Cette nuit-là, à 1h du matin, j'ai commencé à pleurer sans arrêt. Mon père a immédiatement appelé A, lui demandant ce qui m'arrivait. A lui a simplement dit de placer un verre d'eau sous mon lit. Cela a fonctionné, mais seulement la première nuit. La seconde nuit, je pleurais encore, et mon père a de nouveau appelé A. Cette fois, A lui a dit de mettre un couteau sous mon lit. Ça a marché, mais une seule fois. La troisième nuit, ma mère s'est énervée et a fait des gestes brusques avec le couteau, ce qui a aussi fonctionné. Ne pouvant plus supporter la situation, mes parents ont fait appel à une amie de la famille qui était curandera, une sorte de chaman. Elle a inspecté ma chambre et a dit que quelque chose de puissant s'y trouvait. Elle devait faire un rituel immédiatement. À cette époque, A traînait souvent avec une sainte terra, donc nous pensons qu'elle l'a utilisée pour nous atteindre. Un autre jour, mon père a eu une dispute avec un ami pratiquant le vaudou et la santeria. Il est parti quelques jours, laissant ma mère et moi seuls. Son ami est passé et nous a offert une énorme poupée, puis est reparti immédiatement. À la tombée du jour, ma mère a déballé le cadeau et j'ai commencé à pleurer, peut-être par coïncidence. C'était une poupée de vieille femme, ridée, grande et terriblement inquiétante. Par chance, un cousin venait juste d'arriver et ma mère lui a demandé de se débarrasser de la poupée. Il l'a immédiatement prise et est parti avec. Nous n'avons rien vécu de paranormal après ça, mais ce cadeau était juste étrange et dérangeant. Mon père avait énormément de relations, y compris des ennemis. C'est probablement pourquoi certaines personnes ont voulu nous nuire. Je ne crois pas vraiment au paranormal, car je n'ai jamais vécu d'expérience moi-même, mais je crois ce que ma mère me dit. Je reste ouvert à d'autres explications, même non paranormales. Quelqu'un a-t-il déjà vécu une expérience similaire ou pratiqué la santeria? Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un mourant à cause d'un envoûtement, mais qui sait? J'avais 16 ans à l'époque et je venais d'annoncer ouvertement mon rejet du système de croyance de ma famille. J'étais en pleine phase de rébellion et j'avais décidé de chercher mes propres croyances. Je me suis dit, je vais commencer à jouer avec la sorcellerie. Cela semblait amusant, c'était nouveau et audacieux. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur la magie. Tout, depuis les pratiques énergétiques du Nouvel Âge jusqu'au vaudou, en passant par tout ce qui y était lié, de près ou de loin. Pendant mes recherches, j'ai commencé à rassembler mes matériaux, bougies, encens et quelques autres petits objets. Une fois que j'ai estimé avoir compris les bases, il était temps de commencer. J'ai attendu la nuit de la pleine lune. Tout le monde dans la maison dormait, sauf moi. J'ai sorti ma cachette secrète d'outils rituels et j'ai dégagé mon espace au sol. J'ai disposé mes bougies et tracé mon cercle.
après un moment passé à méditer et à essayer de canaliser une intention, lancer un sort, j'ai pensé que j'avais bien réussi. J'ai soufflé mes bougies, remis ma chambre en ordre et me suis glissé dans mon lit. Rien ne s'est passé cette nuit-là. Avant même que je ne me lance sur ce chemin, les animaux de la maison avaient l'habitude de venir traîner dans ma chambre et de s'y prélasser. L'un de nos chats passait la majorité de son temps à dormir dans ma chambre, mais en quelques jours, cela a commencé à changer. Les chats ne s'approchaient plus de ma chambre. J'ai même essayé d'amener le chat qui dormait habituellement avec moi dans ma chambre pour le caresser. Il a feulé, s'est débattu, s'est tortillé et a filé hors de la pièce. Ma chambre a commencé à devenir froide, vraiment froide. Tout ça alors qu'on était au printemps avancé ou au début de l'été au Kansas. Je savais que quelque chose se passait, mais je ne comprenais pas quoi. Environ une semaine après ma nuit d'expérimentation, je me suis couché et je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose n'allait pas dans ma chambre et je le sentais. Soudain, les poils sur ma nuque se sont dressés et j'ai eu des frissons. J'ai ressenti une terreur pure. J'étais cloué à mon lit. J'ai essayé de crier. J'ai senti quelque chose s'enfoncer dans ma gorge et verrouiller mes cordes vocales. La seule chose que j'ai pu faire était de visualiser une explosion d'énergie blanche jaillissant de mon corps vers l'extérieur. Ça a marché, j'étais libre. J'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer, puis j'ai réalisé pourquoi tout avait tourné au chaos. Je n'avais jamais refermé mon cercle. J'avais laissé une porte grande ouverte pour que n'importe quoi puisse entrer et en profiter. À cet instant, j'ai refermé mon cercle. J'ai purifié et mis en place une protection. Je sais que les sceptiques et les rationalistes diront que c'était une paralysie du sommeil. Très bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je n'étais pas endormi, et c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec l'invisible. La brujería est le mot espagnol pour désigner la sorcellerie. Je vais changer le nom de la fille en question, mais tout le reste est absolument vrai. J'étais en classe de seconde quand j'ai rencontré Melissa pour la première fois et je ne la voyais absolument pas sous un angle romantique. À l'époque, je sortais avec une autre fille nommée Lorraine. Je ne connaissais Melissa que depuis quelques jours quand, sans prévenir, elle m'a envoyé des publications sur Facebook, me convainquant de quitter Lorraine, et pour une raison stupide, je l'ai fait. Nous avons commencé à parler, puis Melissa et moi avons fini par sortir ensemble. C'était une relation normale, du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que commencent les cauchemars et les phénomènes étranges. J'ai commencé à faire des cauchemars horribles et très réalistes, accompagnés le plus souvent de paralysie du sommeil. Des cauchemars si terrifiants que ceux à qui j'en ai parlé m'ont regardé comme si j'étais fou. Je commençais à voir des choses du coin de l'œil qui disparaissaient dès que je regardais directement. Je ne me suis pas trop inquiété. Mes frères et sœurs et moi avons eu une enfance difficile et j'ai mis ça sur le compte de mon passé. Quelque temps plus tard, Melissa et moi avons rompu. Je ne sais pas pourquoi j'étais si accro à elle. Était-ce parce que c'était ma première vraie relation ou parce qu'elle avait duré 1 an et demi, presque 2 ans? Je ne l'ai jamais compris. Après une autre relation avec une fille menteuse et infidèle, 2 ans après, j'ai rencontré ma fiancée. Sa mère est très religieuse et quand elle a entendu parler de mes cauchemars, elle m'a béni et m'a donné de l'eau bénite. Je ne suis pas religieux, mais les cauchemars se sont arrêtés un temps. À cette période, j'étais de retour du camp d'entraînement de l'armée à Fort Benning, en Georgie, et je vivais avec des amis. Ma sœur a décidé de retourner en Californie et a emménagé avec mon ex. À l'époque, elle ne croyait pas au paranormal, mais vivre avec Melissa a vite changé ça. Elle m'a raconté que toute la famille de Melissa savait qu'elle pratiquait la magie noire et que des objets volaient quand personne n'était à la maison, qu'ils entendaient des bruits et une respiration derrière eux. Ma sœur, qui travaillait de nuit, rentrait chez elle alors qu'il faisait encore sombre. Le rez-de-chaussée n'avait pas de fenêtre, donc tout était plongé dans le noir et il n'y avait pas d'animaux domestiques. Pourtant, chaque fois qu'elle rentrait, elle sentait quelque chose courir à ses pieds. Pendant ce temps, de mon côté, mes cauchemars sont revenus en force. Effet secondaire de son retour indirect dans ma vie.
Des phénomènes bizarres ont recommencé. Une nuit, alors que j'éteignais la lumière dans ma cuisine, j'ai vu une énorme masse sombre assise sur mon canapé dans le salon. J'ai été pris de panique et j'ai couru à l'étage aussi vite que possible. Peu après, ma sœur a déménagé quand elle a affirmé avoir entendu une respiration juste à côté de son visage, puis une voix masculine lui dire bonjour à l'oreille alors qu'elle était seule avec Sélénia dans la pièce. Elle a quitté cet endroit pour venir vivre avec nous. Elle m'a ensuite raconté plus en détail ce qu'elle avait vu chez Mélissa. Elle avait une bougie avec mon nom gravé dessus et un couteau planté dans le mur au-dessus. Elle avait des livres de sorcellerie et prétendait m'avoir lancé un sort pour que je l'aime au début de notre relation. Parfois je me demande si c'est pour ça que j'ai commencé à sortir avec elle de manière soudaine et pourquoi j'ai eu ces cauchemars horribles. Quoi qu'il en soit, cette expérience m'a appris à faire attention aux personnes qu'on rencontre et avec qui on parle, car on ne sait jamais ce qu'elles font en secret. J'ai passé une longue période à ne presque jamais quitter ma chambre. Je baissais les lumières, couvrais toutes mes fenêtres et m'isolais complètement du monde extérieur. Mes parents laissaient de la nourriture à la porte et j'attendais d'être sûr qu'ils soient partis avant de l'ouvrir. Je ne voulais pas voir la lumière du jour, je ne voulais pas parler, je ne voulais pas vivre en dehors de cet espace. J'étais extrêmement déprimée à l'époque, mon foyer était un environnement extrêmement toxique. Tout a commencé une nuit où j'ai remarqué une étrange obscurité informe qui s'étendait sur le mur. Ce n'était pas une ombre que je pouvais expliquer, c'était juste apparu, comme si quelque chose bloquait la lumière, mais pas d'une manière logique. La lumière du couloir était toujours allumée et je dormais la porte ouverte, donc la lumière se répandait généralement dans ma chambre. Mais cette fois, cette lumière a été absorbée. J'ai regardé la scène se produire, je n'ai pas bougé, je lui ai juste tourné le dos face à l'autre mur et j'ai attendu le sommeil. Mais la même chose s'est produite sur l'autre mur, cette même obscurité lente et rampante, comme si quelque chose d'informe et de lourd pressait l'espace. Je me répétais que ce n'était rien, mais ça n'a pas duré longtemps. Peu de temps après, j'ai commencé à voir des ombres, des formes noires, pleines et massives. Elles se tenaient toujours sur le pas de ma porte juste à l'extérieur, à m'observer, mais elles ne franchissaient jamais le seuil. C'est devenu une habitude. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. J'étais au téléphone quand j'ai remarqué deux ombres dans l'embrasure de la porte, de la taille d'un enfant. Je les ai regardées droit dans les yeux. Elles n'ont pas bougé. Je leur ai dit « Sortez de chez moi », mais elles sont restées plantées là. Finalement, j'ai tendu la main près de mon lit et j'ai attrapé une chaussure. Oui, j'avais vraiment prévu de la lancer, mais quand je me suis redressée pour le faire, elles avaient disparu. Pourtant, je continuais à dormir avec la porte ouverte. Le moment qui a finalement changé la donne fut lorsque j'ai vu deux silhouettes traverser le mur du couloir. L'une était d'une obscurité informe, l'autre était grande, vêtue comme un détective à l'ancienne, un long manteau au col relevé et un chapeau de forme. Cette nuit-là, j'ai fermé ma porte pour de bon, mais ça ne s'est pas arrêté. J'ai commencé à voir du mouvement dans l'entrebâillement sous la porte. Ma télé et ma Xbox s'éteignaient et se rallumaient sans arrêt. Il y avait toujours cette forte odeur de cigarette dans le couloir devant ma porte. Personne ne fume chez moi. Un matin, ma mère m'en a parlé aussi en venant me réveiller. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement dans ma tête. J'étais déjà considérée comme le mouton noir de la maison. Ma sœur me harcelait à ce sujet, me traitant de sorcière, de vampire ou d'enfant démoniaque. Un jour, elle est entrée dans ma chambre pour me taquiner et alors qu'elle sortait, elle a été soudainement tirée en arrière, brusquement. Il n'y avait rien derrière elle. Elle a crié et a complètement perdu la boule. Aujourd'hui encore, on en parle. J'étais au lit et elle était de l'autre côté de la pièce, impossible que ce soit moi. Après ça, les choses ont dégénéré de façon étrange. Je me réveillais avec des égratignures dans le dos, sous ma chemise, à des endroits bizarres qui n'avaient aucun sens. C'était la phase finale, avant que tout ne s'estompe. Finalement, j'ai raconté des bribes de choses à ma mère. C'est alors qu'elle m'a tout révélé. La chambre où j'étais était la sienne. Elle m'a dit qu'elle entendait des pas aller et venir toute la nuit, mais qu'elle pensait que c'était moi ou ma sœur. Elle m'a aussi raconté avoir vu une fois une silhouette enfantine au pied du lit. J'avais 13-14 ans à l'époque et j'en ai 19 aujourd'hui. Cela fait quelques années. Nous avons fini par déménager, mais pendant notre séjour, nous avons fouillé dans l'histoire de la maison.
Rien d'intéressant si ce n'est que l'ancien propriétaire était un adepte invétéré de la sorcellerie.